Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce fameux webinaire Experts dans le ring. Je vous rappelle un peu les consignes. Donc, le format est assez simple. Nous avons 10 questions qui nous proviennent d'entrepreneurs d'une des cohortes ici à l'École d'entrepreneurship de Beauce. 3 minutes par question de réponse par nos experts et ensuite, vous aurez l'opportunité vous-même de poser des questions sur le sujet d'aujourd'hui. Je me présente, Éric Michel Allé. Je suis un accompagnateur coach ici à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Aujourd'hui, on est en collaboration avec le Fonds de la solidarité FTQ. C'est les gens qui vont venir nous parler aujourd'hui de ce fameux sujet des ESG. Je suis présentement, c'est un des partenaires de l'école, donc une salle leur est dédiée ici et je suis dans cette salle pour les saluer et les remercier de ce fameux partenariat avec l'école. Le sujet d'aujourd'hui, les fameux ESG, on sait que c'est plus qu'une simple tendance, c'est une réalité. Les entreprises d'aujourd'hui doivent tenir compte de ces facteurs qui sont essentiels. ESG, on se rappelle, l'environnement, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, vraiment important de tenir compte dans leurs pratiques des entreprises non seulement les grandes entreprises, mais peu importe la taille de l'entreprise, c'est un élément qui est très important pour pouvoir répondre aux attentes, bien sûr, des consommateurs, de la société en général et aussi des investisseurs. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une personne avec nous qui connaît bien le sujet euh, et elle va nous aider à voir un peu plus clair pour que ce soit vraiment un élément qui est vraiment comment on facilite ces éléments-là dans notre prise de décision et dans les stratégies de nos organisations aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, il me fait vraiment plaisir de vous présenter la vice-présidente accompagnement aux entreprises et chef du développement durable du Fonds de solidarité FTQ. Pardon. Alors, Madame Sophie Robillard, bonjour, Madame Sophie. Bonjour, ça va bien, Eric? Très bien. Et toi-même, Sophie? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Excellent. merci de nous faire cette belle place aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir parler à vos membres. Donc, écoute, je te laisse débuter ça, là, Ben, la allègrement. première des questions que j'ai pour toi, qui n'est pas nécessairement une question des entrepreneurs, mais de la mienne, peux-tu nous Oui. donner un peu d'informations sur qui es-tu, Sophie? Oui, parfait. Donc, je ne parlais pas de toute ma vie professionnelle, mais je vais plutôt expliquer mon rôle au Fonds de solidarité. J'ai joint le Parfait. fonds il y a peut-être 3 ans et demi. Donc, je suis vice-présidente accompagnement aux entreprises et chef du développement durable au fonds. Excuse-moi, je vais juste ajuster ma caméra, savoir si tout est correct. C'est Donc, dans le parfait. fond, notre équipe, nous, on est à l'intérieur de tout ce qui est placement privé, investissement d'impact là, au niveau de la première vice-présidence. Donc, notre rôle, on a trois secteurs dans ma vice-présidence. Le premier, c'est tout ce qui est la stratégie corporative et la politique corporative en matière de développement durable qui s'applique au fonds et à ses filiales. Donc, nos grandes stratégies à la fois pour je dirais, nos stratégies et nos objectifs qui visent l'investissement, l'épargne et nos pratiques d'affaires à l'interne. Le deuxième grand volet, c'est l'accompagnement aux entreprises partenaires. Donc, depuis 3 ans et demi, on a créé ça sur mesure. Là, ça n'existait pas tout mon secteur quand je suis arrivée au fond. C'est tout ce qui est l'accompagnement à nos entreprises partenaires. On a voulu faire de la création de valeur. Souvent, le fonds est en équité dans certaines Oui. entreprises. Et puis, ce qu'on veut faire, ben, dans notre mission, c'est vraiment de préparer les entreprises du Québec ainsi que les travailleurs, travailleuses aux défis de l'avenir. Et ça comprend le ESG, ça comprend le développement durable. Et on a décidé d'offrir un service d'accompagnement où on va aider les entrepreneurs, les entreprises à adresser des sujets opérationnels stratégiques. C'est beaucoup en lien avec des thèmes qu'on appelle de rendement sociétaux, là, où on veut faire une différence autre que financière. Et la dernière direction est non la moindre, et ça va me faire un petit peu une introduction de mon collègue, parce que je ne suis pas venue seule aujourd'hui, Eric, je ne vais pas me faire une conversation à moi-même. Donc, j'ai invité mon collègue Thomas Martinuzzo, avec qui j'ai développé, si on veut, créer toute cette vice-présidence-là. Et je demanderai à Thomas de se présenter. Il est directeur ESG, création de valeur. Donc, peut-être Thomas te présenter, puis dire ce que tu fais. Oui, merci Sophie. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Donc très Bonjour, content Thomas. d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je m'appelle Thomas et je suis responsable de l'intégration des facteurs ESG dans le processus investissement du fonds. Puis on va en parler plus en détail, je pense dans les prochaines minutes. Et 7 ans que je travaille au fonds,
commencé en tant que directeur investissement, puis après, avec Sophie, on a créé plusieurs autres choses, dont l'accompagnement. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Merci d'être là. Peut-être petite question juste de compréhension. Quand vous faites de l'accompagnement, est-ce que c'est seulement auprès des entreprises dans lesquelles vous avez de l'équité ou ça s'adresse à toutes les entreprises? Ça s'adresse à toutes les entreprises du fonds régionaux, du fonds immobilier. Et évidemment, on est une petite équipe. Il y a certains critères. Nous, OK. on ne vend pas d'honoraires, là, on n'est pas une firme conseil. Donc, on est vraiment, ça se veut du conseil qui est d'affaires, stratégique d'affaires, en amont de peut-être la mise en œuvre de projets plus substantiels, puis on a des thématiques autour de ça. Donc, c'est vraiment nos entreprises partenaires, que ça soit, comme je vous ai dit, on peut être en équité, on peut être en dette, Oui. mais il y a certains critères. Et un des critères importants aussi, Eric, c'est vraiment de s'assurer, nous, on fait de l'intervention auprès des équipes de gestion. Donc, il faut que le PDG ou la PDG de l'entreprise soit présent avec son équipe de gestion parce qu'on sent que, surtout on va parler de SG aujourd'hui, ça passe souvent de la haute direction pour pouvoir intégrer des nouvelles façons de faire ou des choses et prendre en compte des éléments stratégiques comme ça. Donc, j'entends une entreprise qui a vraiment une structure là, qui est bien établie là, en Pas partant. nécessairement. Écoute, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être présent dans toutes les régions du Québec aussi, à travers tous les secteurs d'activité. Ça fait que ça dépend, ça peut être une entreprise phare dans une région éloignée, puis il y a 12 employés, là. Mais OK. ça fait partie de certains des critères. Parfait. On en a de toutes les sortes, de tous les secteurs. Puis, en fait, la grosseur de l'entreprise varie. Ça dépend vraiment si, comme je vous ai dit, en fonction de critères préétablis, si elle répond à ces critères-là. Parfait. On vient de placer un peu le contexte. C'est Donc, bon? on a des questions qui proviennent de la cohorte Émergence 17, différentes personnes. On a quelques questions additionnelles, mais on part pour 10 Parfait. questions. Ça vous va? Et je vous rappelle, les gens qui sont en mode écoute, qui sont présents, posez vos questions. Vous pouvez emmener vos questions sur ce qu'on appelle communément le chat, les questions et réponses, et nous allons pouvoir leur répondre dans un deuxième temps. Ça vous Parfait. va? On est parti. La première question assez simple. À quoi réfèrent les critères ESG? Ah, OK, c'était pas ça, nous autres. Ah oui, c'est ça qu'on avait. Oui, parfait. Bien, alors, je vais laisser Thomas. Écoute, je suis sautée directement à la deuxième question, Éric. Écoute, Thomas va te dire exactement à quoi on fait référence. Alors, Thomas, vas-y. Bon, merci. Effectivement, donc, première bonne question, on va mettre la table. Donc, les facteurs ESG, c'est quoi? On parle de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, intégrer les facteurs ESG, c'est un outil d'investissement. On veut regarder, donc, qui est utilisé par des investisseurs. On va regarder, premièrement, est-ce que l'entreprise est consciente des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui lui est propre? Deuxièmement, quels sont les mécanismes en place, les processus, les procédures pour mitiger ces enjeux-là? Et troisièmement, est-ce que l'entreprise, elle capitalise sur ces enjeux pour créer de la valeur? C'est pour ça qu'on parle souvent d'intégration de risques et d'opportunités ESG. Puis je pense que Sophie aura l'occasion de donner des exemples concrets. Alors, quand on parle du E, on parle essentiellement de tout ce qui est en lien avec l'eau, la terre, puis la terre. Donc, quel est l'impact environnemental de l'entreprise? Pour tout ce qui est S, c'est évidemment les relations de travail, les employés, le lien qu'on a avec nos employés, mais également le lien qu'on a avec la communauté autour de l'entreprise, puis le lien social de l'entreprise avec son environnement. Et puis pour tout ce qui est gouvernance, on parle à la fois de la gestion de la chaîne de valeur de l'entreprise, de la chaîne logistique, on va parler de cybersécurité, puis on va parler de gestion de risque, où on va se poser la question comment est-ce que l'entreprise euh, prend ces décisions qui sont les plus importantes, quelle est la structure décisionnelle de l'entreprise. Voilà. Et pourquoi c'est important pour les entreprises? Pourquoi ces critères-là occupent une place importante dans la planification stratégique des entreprises? Oui, ça, je vais répondre, puis peut-être que Thomas va renchérir. Donc, quand on a commencé le ESG, je vais raconter un petit peu l'histoire, là. Même moi, je suis une personne qui a été, c'est 35 ans dans ma carrière, j'étais très opérationnelle aussi en opération, puis en transformation d'entreprise, en cabinet, puis en industrie. Faut pas se leurrer, le ESG, tout le monde en faisait déjà. C'est ça, quand on a commencé à en parler, c'est une gestion de risques et opportunités, comme Thomas a mentionné. Donc, comme entreprise, vous devez gérer vos risques, je dirais, on appelle ça le cadre général des risques d'entreprise, qui sont
stratégique, opérationnel, financier, de conformité. Donc, à l'intérieur de ça, il y avait déjà probablement des risques ESG. Si vous étiez une entreprise manufacturière, puis vous travaillez, vous utilisez l'eau ou vous avez un rapport avec la nature ou whatever, votre environnement externe, bien, vous aviez déjà peut-être adressé certains de ces risques-là. Pourquoi c'est important? Bien, au même titre que autrefois, la gestion des risques, on voyait ça d'une manière très isolée. Puis aujourd'hui, ça a été transformé dans les dernières années pour dire, avant de faire une planification stratégique, sois conscient de ton univers de risque qui t'est propre. Regarde les risques que tu as peut-être à mitiger. Donc, ça veut dire que c'est des risques qui pourraient avoir une probabilité d'arriver à très court terme, ça pourrait avoir un impact majeur sur l'organisation. Fait que, veut pas, si vous faites une planification stratégique, vous devez de vous servir de ça comme intrant. Donc, ça sert beaucoup comme intrant la planification stratégique d'une entreprise. Ou encore, si ce n'est pas un risque qui est imminent, peut-être que c'est une opportunité à saisir. Peut-être qu'on a quelque chose du point de vue environnemental. Souvent, on va parler de produits verts ou éco-responsables ou des choses comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas là, ce n'est pas un risque dans votre industrie, mais peut-être que vous décidez de saisir l'opportunité dans votre planification stratégique de dire ça s'en vient. Les gens, les consommateurs ou, je ne sais pas moi, la communauté, la société en général va être de plus en plus fervente de ça. Pourquoi pas saisir l'opportunité? Donc, ça sert vraiment d'intrant, je vous dirais, à une planification stratégique. Donc, ce qui est important, c'est de faire une analyse de risque, de votre univers de risque. Ensuite, bien, évidemment, vous avez peut-être dans certaines industries, vous avez des gros clients qui sont des donneurs d'ordre importants. Peut-être ce sont des entreprises publiques qui ont pris des engagements au niveau public et qui s'attendent en fait à ce que leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants puissent les aider à répondre à leurs engagements. Donc, c'est peut-être en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être en termes de conditions de travail des travailleurs, etc. Donc, de plus en plus, si vous voulez, par exemple, pour des gros donneurs d'ordre, vous qualifier pour avoir ces travaux-là, ces contrats-là, ben peut-être qu'il faut être capable de répondre aux exigences de ces gros clients-là et pas vous disqualifier. Donc, ça peut être dans cet esprit-là pour se rendre admissible à certains appels d'offres. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux rajouter quelque chose à cet effet-là ou on n'a pas mal compris. Non, c'est parfait. Puis je pense que ce qui est important, Eric en a parlé un petit peu, c'est de se poser la question, qui sont mes parties prenantes? Puis qu'est-ce qui est important pour mes parties prenantes? C'est ça c'est un des points les plus importants qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc, on parlait souvent de force, faiblesse, menace, opportunité dans la planification stratégique, là, les fameux FFMO. Ouais, oui. Là, on est en train de rajouter des éléments pour bien remplir ou bien comprendre davantage Oui. en fonction de cette réalité-là, c'est ça? Oui, mais ce qu'on fait souvent, nous, on fait justement dans l'accompagnement qu'on appelle la SUS. Ça, c'est le nom qu'on a donné à l'accompagnement qu'on offre à nos entreprises partenaires. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent faire ce que j'appelle une planification stratégique dite opérationnelle, parce que nous, on essaie d'être très concret, un des premiers intrants qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'équipe de Thomas de faire ce qu'on appelle le bilan ESG de OK? l'entreprise partenaire, de ses pratiques. OK? Donc, elle va faire le bilan ESG et Thomas, avec son équipe de conseillers en ESG, va venir présenter à l'entreprise, par exemple, une entreprise dans le domaine de la construction, va venir présenter, ça c'est vraiment là, une session quand on essaie de comprendre et faire la base de fait sur la situation actuelle, de la classique. On va dire, ben maintenant, dans l'industrie de la construction, voici les facteurs ESG, voici les tendances au niveau environnemental, social et de gouvernance. Et voici, vous, par le fait même, votre bilan de vos pratiques. Puis, en plus de ça, on va vous dire, bien, pour des gros donneurs d'ordre dans le domaine de la construction, voici le genre d'engagement qu'ils ont pris publiquement au niveau environnemental, au niveau social, au niveau de gouvernance, et voici l'impact que ça pourrait avoir sur vous, vos pratiques. Donc, vous avez tout intérêt à considérer ça. Et ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va s'assurer, dans le cadre d'une planification stratégique, d'avoir, puis ça tient pour nous, à un moment donné, la vision, là, avec des objectifs, des stratégies, ça tient sur une page. On va essayer d'avoir toujours des éléments qui touchent le SG. Fait que, par exemple, si on a un objectif qui touche accroître l'attraction et la rétention, puis
s'assurer du développement de nos employés, bien, à l'intérieur de ça, on va avoir des stratégies sur le S. Hein? On pourrait avoir un objectif stratégique qui dit s'assurer d'une bonne gouvernance au sein de l'entreprise ou d'une prise de décision efficace. Bien là, on va aller toucher une stratégie qui dit réviser la gouvernance et les différentes instances pour assurer une prise de décision transparente, agile, efficace, etc. Là, on vient travailler sur le G. Fait que je dis toujours, là, excusez-moi l'anglicisme, c'est pas du rocket science. C'est des choses qu'on faisait déjà. C'est juste que là, ça va demander d'être formalisé. Et nous, comme investisseurs, on va regarder si c'est formalisé parce qu'on considère, comme Thomas l'a dit, que c'est des risques et des opportunités. Okay. Donc, on veut s'assurer que vous avez les contrôles en place pour mitiger ces risques-là. Ça va? Excellent. Je pense J'avais qu'on une s'est question rendu, Eric, à la question 4, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce que j'avais prévu. Vas-y. Donc, une question qui vient de Virginie Vallée de Demospec de la cohorte. Dans le domaine de la construction, nous cherchons à recycler, mais nous faisons face à de nombreuses barrières. Nous avons l'impression que le gouvernement parle d'environnement, mais pourquoi ne nous permet-il pas de recycler les produits que nous sommes déjà prêts à transformer? Belle question assez précise. OK, je vais laisser peut-être Thomas répondre là-dessus. Thomas, peut-être tu vas en parler à la lumière de ce que tu vois côté environnemental, construction, Thomas. Oui, bah en fait, la construction, c'est un bel exemple. Le défi, c'est il faut vraiment prendre, puis en développement durable en particulier, en fait, dans tous les cas, il faut vraiment prendre l'industrie sur toute sa chaîne de valeur avec tous les intervenants, depuis l'extraction de ressources jusqu'à la gestion en fin de vie. Puis en construction en particulier, on a accompagné beaucoup d'entreprises. Je cite à EBC publiquement, on a annoncé on a travaillé avec EBC. Ouais. Puis ce qu'on comprend, c'est que sur les chantiers, par exemple, c'est compliqué de mettre en place les bons systèmes de recyclage, puis le tri directement sur les chantiers, puis de former juste les travailleurs pour s'assurer que les travailleurs vont trier, vont utiliser la bonne méthodologie de tri. Puis je reviendrai spécifiquement pour la question. Il faut toujours revenir aux engagements de vos principaux clients, puis donc vos principaux donneurs d'ordre. Et si vous travaillez pour des entreprises qui ont pris des engagements, par exemple, de réduire ce qu'on appelle le taux d'enfouissement, c'est-à-dire le taux de matière qui est envoyé en décharge, ben, c'est une opportunité pour vous de mettre en place des procédures de recyclage. Donc, Eric l'a dit en intro, Sophie l'a redit, le premier point le plus important quand on parle de ESG, c'est de se poser la question sur qui sont les parties prenantes, puis est-ce que ces parties prenantes-là ont pris des engagements qui me permettraient de me différencier par rapport à la concurrence. Puis là, je vais donner un exemple concret pour l'industrie de la construction. Juste un petit, si tu me permets, Eric, je vais juste ajouter. Nous, au Fonds de solidarité, on a évidemment notre filiale qui est le Fonds immobilier de solidarité. Donc, on a fait dernièrement le circuit IMO, puis il y avait beaucoup de gens au niveau de projets immobiliers majeurs, de développeurs, puis toutes sortes de sous-traitants. C'est sûr que tout ce qui est construction immobilier durable, ça commence de plus en plus à évoluer. On le voit avec toutes nos entreprises qu'on a en portefeuille, le souci de vouloir faire de la construction durable. Tant qu'on est avec des appels d'offres et au plus bas soumissionnaire en termes de prix, ça va être difficile. OK? Mais je te dirais que même depuis un an et demi, ça a énormément évolué. Et la plupart des joueurs, des acteurs dans l'écosystème puis la chaîne de valeur complète comprennent maintenant que c'est tout en amont de projets de construction en termes de conception de ces projets-là, où tous les acteurs de la chaîne doivent dès le début travailler ensemble pour essayer de faire des projets le plus durables possible et d'utiliser le plus possible de matières durables. Donc, il y a cette espèce je dirais, d'éveil-là. Puis nous, on l'a constaté quand on a fait notre événement. Et c'est de plus en plus un objectif au fonds immobilier, au fonds d'ailleurs, de pousser sur le modèle de construction durable et d'immobilier durable. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là au niveau de la construction. Puis ça va impliquer tous les acteurs de la chaîne. C'est bon? Excellent, merci. Parfait. Question à l'écran présentement. Qu'est-ce qu'une PME peut concrètement insérer dans sa planification stratégique en matière de critères ESG?
Question qui nous vient d'Alexandre Oui, Soulière. on l'avait répondu tout à l'heure. Je vous ai donné des Ouais. exemples. C'est que dans le fond, environnemental, ça pourrait être, prenons l'exemple de la construction, là, c'est facile. Ouais. Ça a été, pour certains de nos entreprises partenaires, ça a été vraiment de se développer une offre spécifique en construction durable. Pour certaines autres entreprises qui font des produits quelconques, c'est peut-être d'évaluer le potentiel d'éco-conception à l'intérieur des produits existants, même s'il y a des produits existants qui ne sont pas nécessairement qualifiés de produits verts ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a moyen de faire un genre d'audit puis de regarder quelles sont les possibilités. Quand dans le cycle de produits, on arrive plus à revamper certains produits. Quand on fait de la gestion de produits, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie qu'on repartait des produits qui étaient plus à maturité, puis on voulait les revamper. Ce n'est qu'au niveau de l'emballage ou ces choses-là, ça pourrait être intégré dans une planification stratégique de revoir la gamme de produits, de repenser un niveau plus éco-responsable, si on veut. Puis ça pourrait être au niveau du conditionnement du produit, etc., ou même des composantes. Si je parle du côté S, il faut penser dans une planification stratégique tout ce qui a rapport avec les talents. OK? Donc, tout ce qui est améliorer la proposition de valeur employée, se positionner comme employeur de choix, travailler sur notre marque employeur. Ça pourrait être aussi d'avoir un programme de développement des compétences des employés. Ça pourrait être d'avoir tout ce qui a rapport à la santé-sécurité, remettre en place un comité ou de former les gens en santé-sécurité, c'est ça. Au niveau de la gouvernance, comme Thomas l'a mentionné tantôt, ça pourrait être de dire, par exemple, au niveau de l'approvisionnement, de développer, d'intégrer certains critères ESG pour la sélection de nos fournisseurs. Ouais. Ça pourrait être également d'aller viser, si on a un conseil d'administration, une parité homme-femme sur les membres du conseil d'administration. Ça fait partie du G. Donc, j'essaie de vous donner plein d'exemples concrets. Lorsqu'on décline dans un plan, c'est des stratégies et nous, on s'assure tout le temps d'adresser de plus en plus ces éléments-là, entre autres, parce qu'il y a évidemment des stratégies qui sont purement commerciales et tout ça, ou financières, mais c'est des éléments qui viennent naturellement dans une planification stratégique. C'est assez facile. Ça va? On a juste c'est comme si on rajoute un petit filtre à notre paire de lunettes pour Mais pouvoir aller plus loin. on porte plus attention. Juste de dire, de revoir tu sais, mettons, si dans tes objectifs stratégiques, tes stratégies, tu te dis revoir la structure organisationnelle et la structure de gouvernance. Bien déjà, là, je viens d'adresser le S avec la structure Ouais. organisationnelle parce que je touche les rôles et responsabilités. Et revoir la structure de gouvernance, mais je viens de toucher le G. Donc, on le faisait, mais sans s'en rendre compte. Fait qu'il ne faut pas capoter avec ça, là. C'est juste que là, on va demander un petit peu plus de formel autour de l'informel. Excellent. Parfait? C'est Si bon? je poursuis, prochaine question. On a peut-être répondu. Si on dit on a répondu, on va passer à Oui, l'autre. Mais c'est pourquoi les bon. entrepreneurs québécois, notamment les chefs de PME, devraient porter une attention particulière aux critères ESG? Bien, on va y répondre, puis dans le fond, ça va, je pense, amener à la prochaine question qui demande comme investisseur, qu'est-ce qu'on demande. Je vais Oui, demander à Thomas de on a un répondre lien ensemble à ces parfait. deux questions-là en même temps du point de vue de l'investisseur, Excellent. parce que c'est lui qui fait les vérifications diligentes ESG, Thomas. J'adore, Donc, du j'adore ça. côté entreprise, on l'a dit, gestion de risque premièrement. Deuxièmement, attraction, rétention de talent. Troisièmement, se mettre de l'avant ou se différencier par rapport à la concurrence. Puis quatrièmement, je pense que c'est un aspect qui est important également pour l'école d'entrepreneurship de Boss, c'est travailler sur la pérennité de l'entreprise. On le voit complètement dans dans nos activités de tous les jours, puis ça va me faire le lien avec le côté investissement. Ouais. Le fait d'intégrer le ESG dans votre planification stratégique, ça vous oblige à réfléchir long terme. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises si les entreprises ont des tableaux de bord, c'est les entreprises qui ont la majorité, c'est des tableaux de bord très court terme qui sont financiers. Le fait de vous poser des questions environnementales, sociales et de gouvernance, ça vous pousse à travailler long terme, 5 ans, 7 ans à l'avance. Donc, ça vous permet de travailler sur l'aspect pérennité. Alors maintenant, la deuxième partie de la question, comment un investisseur, comme investisseur, que regardons-nous? Une critique qu'on peut faire à l'ESG, c'est que c'est extrêmement large, puis ça va un petit peu dans tous les sens. La bonne nouvelle, c'est qu'il commence à avoir des standards internationaux reconnus, comme il existe des standards comptables. Maintenant, il y a des standards relativement à la durabilité ou à l'ESG. Puis il y a notamment un nouveau standard qui est
qui a été approuvé en juin dernier, qui définit les termes qui sont matériels, donc les termes importants à regarder par entreprise. Donc, une entreprise de construction, ben, les termes ESG importants sont très différents qu'une entreprise de service. Pour un exemple concret, dans une entreprise de service, il y a beaucoup moins à regarder d'un point de vue environnemental que dans une entreprise de construction. Donc, comme investisseur, on s'aligne sur ces standards-là pour définir les thèmes qui sont importants à regarder dans la transaction. Puis on va rajouter des thèmes qui sont importants de notre point de vue, qui sont en lien avec les valeurs du fonds dans lequel on travaille. Concrètement, si vous passez à travers une revue diligente du Fonds de solidarité, ben c'est sûr qu'on va passer beaucoup plus de temps à regarder des thèmes en lien avec les ressources humaines, les relations de travail, que probablement quelqu'un d'un autre, un autre investisseur. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est qu'on se concentre sur les standards internationaux, puis sur des termes qui sont matériels, donc il y a un impact financier important pour l'entreprise. Est-ce que je comprends que plus on a, je vais prendre le thème scoré, plus on est dans vraiment ces critères-là, on augmente l'intérêt des investisseurs, mais le potentiel aussi, mais on augmente la valorisation de l'entreprise, que ce soit pour des investisseurs, mais également peut-être pour une revente future. Puisqu'on Oui, est en fait, là-dedans, on c'est vient augmenter la valorisation de l'entreprise, n'est-ce pas? excellente question sur la valorisation d'entreprise. Il y a plusieurs analyses qui ont été faites sur l'impact entre l'ESG et la valorisation d'entreprise pour des entreprises publiques cotées. Il n'y a malheureusement pas encore de démonstration sur des entreprises privées, mais c'est sûr qu'une entreprise qui gère mieux ses risques, c'est une entreprise qui est plus pérenne, donc la valo devrait être plus élevée. On peut arrêter l'analyse là. Pour la deuxième partie de la question, sur les fusions-acquisitions, il y a KPMG qui est sorti cet été une analyse qui démontre que dans la dernière année, ils ont interviewé des centaines de spécialistes en M&A qui ont montré que plus de 50% des transactions qui n'ont pas réalisé, c'était à cause de critères ESG. OK. Donc, c'était pour des raisons ESG que la moitié des transactions qui n'ont pas allé au bout, c'était à cause de critères ESG. Donc oui, il faut le regarder également dans le cas Je de peux M&A. ajouter, Eric, nous, notre positionnement au Fonds de solidarité, quand on a commencé l'ESG, à l'intégrer dans le processus investissement, on a décidé, oui, c'est une gestion des risques, mais on a voulu se mettre en mode création de valeur. Parce qu'il faut comprendre, pour un investisseur, là, puis, tu sais, traditionnel, là, on avait une gestion de changement à faire à l'interne parce qu'il se disait, bon, une autre étape pour nous empêcher de faire des investissements. Je suis transparente, là, mais Ouais. tous les investisseurs vont vous dire ça. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, écoutez, quand on regarde une entreprise, on n'est pas en train de leur taper sur les doigts, à moins qu'il y ait vraiment, de toute façon, même avant le SG, une entreprise qui, je dis n'importe quoi, qui faisait de la fraude, qui était dans les paradis fiscaux, on n'aurait pas investi dedans. OK? Mais là, dans le fond, ce qu'on est en train de regarder, on regarde des pratiques qui sont autres que financières. Donc, ça a mis, je dirais, le spotlight sur de l'extra-financier. Hein, c'est ça le SG. Et nous, on le faisait déjà au Fonds de solidarité depuis 1983, on fait des bilans sociaux. Parce que comme Thomas l'a dit, c'est dans notre ADN, le volet humain, le volet des travailleurs, on est un fonds de travailleurs. Mais outre ça, quand on arrive à la conclusion d'une vérification diligente, c'est notre job de dire à l'entreprise, vous pouvez améliorer vos pratiques. Et c'est de là qu'on fait le pont avec notre mission de dire, nous, on va aider les entreprises partenaires, une fois en post-transaction, à transitionner vers des pratiques d'affaires durables et saines. Et ça fait partie de notre mandat et de notre mission. Fait qu'on aide les entreprises à optimiser leurs pratiques environnementales, sociales et gouvernance. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ne sont pas parfaites qu'on ne va pas investir dedans. C'est pas ça. Yeah. Tout le monde aujourd'hui, là, puis même Thomas pourra enchérir, nous, on a à date, là, puis on a systématisé nos vérifications diligentes ESG, puis on est capable, avec une donnée, des données qui vont être substantielles à terme, d'évaluer la maturité ESG de nos entreprises partenaires. Et ce qu'on a constaté dans la dernière année et demie, le niveau de maturité est assez équivalent pour l'ensemble des PME, c'est-à-dire ça commence. Les OK. PME n'ont pas le luxe de se payer souvent des experts ESG qui pourraient ne faire que ça dans la journée, puis à tort ou à raison, on pense que c'est une affaire qui est à part des pratiques d'affaires. Et là, je te fais le lien avec ta prochaine question. Exact, c'est ça. Vas-y. C'est beau. C'est beau, hein? C'est fun. Vas-y. Alors, ben,
Est-ce que justement, tout ce qui traite l'ESG doit être traité dans un comité à part au sein d'une entreprise, selon vous? Ben, la réponse, c'est quoi, tu penses, Eric? Ben, Ça peut être là? je pense que c'est assez important pour avoir des gens qui vont nous ramener de façon régulière à la direction des OK. trucs pour être capable de nous ramener dans l'ordre pour que la gestion soit vraiment faite avec ces concepts-là. Parfait. C'est une bonne réponse, mais j'ajouterais, nous, ce qu'on a dit, puis même au fond, là, parce qu'on a nos propres risques et opportunités ESG, euh, il ne faut pas rajouter une instance pour faire ça. Ça Intéressant. devrait être intégré au sein de votre structure de gouvernance et de vos pratiques actuelles. Par contre, ça serait important, sans avoir un expert ESG, quelqu'un qui ne fait que ça, de donner la responsabilité à un certain exécutif dans l'entreprise d'être, je dirais, propriétaire du processus d'identification des risques OK. ESG et de coordonner le processus avec l'ensemble des propriétaires de risques. Quand on fait de la gestion des risques d'entreprise, si on va identifier des risques, puis il y a des propriétaires de ces risques-là, puis c'est souvent au niveau exécutif, puis après ça, ça va cascader. C'est le même principe. Donc, dans le fond, si on avait quelqu'un qui était responsable du cadre de gestion des risques d'entreprise, bien, peut-être naturellement, le l'ESG pourrait aller à cette personne-là. Maintenant, ce qu'on propose, nous, c'est de l'intégrer à l'intérieur, par exemple, de l'agenda. Si vous identifiez vos risques et opportunités ESG, puis vous avez des plans de mitigation ou d'action, parce que c'est une opportunité, bien, faites-en peut-être un point à l'ordre du jour de votre comité de direction, si vous en avez un. C'est peut-être une fois par mois. On va avoir une lunette ESG, puis on va dire, OK, sur notre plan d'action ou plan de mitigation, où est-ce qu'on en est rendu? Et dans le E, le S, le G, bien, il y a différents propriétaires. Hein? Peut-être que les propriétaires des risques ou opportunités E, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont propriétaires du S, qui serait par exemple le VP ressources humaines ou chef des ressources humaines ou directrice ressources humaines. Et ça ne sont pas les mêmes que la gouvernance. Donc, il faut le voir comme ça. Maintenant, si on a un conseil d'administration, puis il y a des sous-comités du conseil d'administration, bien, chaque comité a sa lunette ESG. Fait que si j'ai un comité de ressources humaines puis de rémunération, on devrait regarder les risques S. J'ai un comité éthique, gouvernance et éthique, peut-être le volet G, mais sinon, ça peut revenir au comité d'audit qui, de façon naturelle, va voir les risques priorisés pour l'année, là, quand on fait une gestion intégrée des risques d'entreprise. Donc, ça serait comme ça. Puis le CA, ben, il va être informé de ces risques-là. Fait qu'il faut l'intégrer dans les structures actuelles et ça doit devenir, je dirais, usuel dans les pratiques C'est un d'affaires. réflexe Pas qui une devrait être affaire à présent. part. Mais il OK. faut juste se pencher sur ces risques-là et l'intégrer déjà dans le risque, le cadre de l'univers des risques d'entreprise qu'on a déjà. Puis si on ne l'a Excellent. pas, bien là, ça serait peut-être intéressant de commencer à le documenter. Mm. C'est bon? Très bien. Parfait. Quelles sont les bonnes stratégies d'investissement à l'interne par rapport aux critères ESG? Donc là, on comprend qu'on parlait Justement, oui. des stratégies d'investissement à l'interne du fonds, c'est la manière dont on a compris la question. Ce que Sinon, allez, vas-y. ben, on peut Dans aller là un peu. Ce l'entreprise. que j'entendais aussi, c'est moi, j'ai mon entreprise parce que ça peut me demander un investissement additionnel là, OK, dans bien, les je vais fonds. répondre à ça, puis je vais peut-être après ça laisser Thomas, peut-être si les gens sont curieux de savoir comment on l'intègre dans notre stratégie d'investissement. C'est que d'un point de vue de l'entreprise, encore une fois, le point de départ, c'est de faire d'identifier vos risques et opportunités ESG. À partir de là, en fonction des risques et opportunités que vous avez identifiés qui sont propres à votre secteur, puis ça, nous autres, on le fait quand on fait un bilan puis un état de santé des risques ESG, on identifie ce qu'on appelle, les gens appellent ça facteurs ou enjeux, mais prenez pour acquis que c'est des risques, OK? Donc, on les identifie. On va regarder les contrôles que vous avez en place pour les mitiger ou les opportunités. Fait que ça, s'il y a des plans de mitigation à faire ou des actions, ça va vous donner un plan. Au même titre que vous faites un plan stratégique, vous avez des initiatives que vous devez entreprendre, bien, vous allez identifier vos coûts ou l'effort que vous allez consentir à déployer, soit les actions de mitigation
ou des actions, des opportunités que vous voulez déployer qui vont se transformer en initiatives stratégiques. Fait que dans le fond, vous allez estimer le coût et les efforts pour réaliser ces actions-là, ces plans d'action-là, ces plans de mitigation-là. L'autre coût qui pourrait être important, mais quand même, c'est à vous de décider à qui vous allez donner cette responsabilité-là de chien de garde, si on veut, de Ce qu'on disait l'ESG. tout à l'heure, ouais, c'est ça. Voilà ce qu'on disait tantôt. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de créer un poste pour ça? Peut-être pas. Ça vient de s'ajouter aux responsabilités de quelqu'un d'autre. Mais en termes d'investissement, c'est ça. Quand je parle en termes d'effort, bien, ça va être beaucoup sur l'effort que vous allez mettre pour identifier les risques, l'intégrer dans votre cadre, développer un processus pour pouvoir les mitiger et à terme, parce que là, ce n'est pas nécessairement requis, s'assurer que peut-être vous avez certains indicateurs clés, puis vous allez peut-être mettre ça dans un tableau de bord éventuel, ESG, là, au même titre que vous avez peut-être un tableau de bord avec des indicateurs opérationnels. Mais là, ce n'est pas requis encore. Mais ça peut être l'effort que ça peut vous demander. Donc, en termes d'investissement, c'est ça. Ça, c'est le côté de l'entreprise. Je vais juste laisser Thomas faire un petit clin d'œil pour notre stratégie d'investissement au fond, si ça peut vous intéresser. Je vais être très rapide parce que je vois le temps qui passe pour laisser le temps À de poser quelques des questions questions. qui viennent des gens, oui, effectivement. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de stratégie ESG maintenant. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne se différenciera pas des autres parce qu'on intègre le ESG. Tous les investisseurs y intègrent le ESG. C'est la manière dont on le fait. Donc, on ne peut pas se différencier sur juste la simple intégration des critères ESG. Puis, je m'amuse à aller voir la prochaine question qui vient d'Anthony Cahouette là, de CCTN. Est-ce que les prochaines lignes s'inscrivent dans les critères ESG, surtout au niveau de la gouvernance? Oui, pardon. Le lean management, on fait référence à l'amélioration continue. Exact. Donc, si on voulait pousser ça à l'extrême, OK? Ça pourrait être que quand on fait une approche de lean management, là, puis là, mettons, on est en Lean Six Sigma ou quelque chose là, dans des usines et des choses comme ça, on voudrait s'assurer sur le volet S, OK? Est-ce que quand on a une approche comme ça d'amélioration continue, est-ce qu'on intègre ou on prend en compte les impacts de cette approche-là sur les travailleurs? OK? Est-ce que on les a intégrés dans la démarche? Est-ce que ça change leur façon de travailler? Est-ce qu'ils doivent développer des nouvelles compétences? Est-ce qu'on les a formés? Fait que si j'extrapole, c'est peut-être, puis nous, en plus, étant le Fonds de solidarité, on a une lumière puis une focalisation particulière sur ce qu'on appelle transition juste lorsqu'on fait soit de l'automatisation ou de l'amélioration de processus, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'intégrer les travailleurs, on a évalué les impacts puis de les requalifier dans leurs compétences. Okay? Donc, je ne sais pas, Thomas, si tu vas ajouter quelque chose, mais c'est le plus loin que je pourrais penser. Parce que ça, c'est une approche d'amélioration de processus pour moi. Thomas, tu veux-tu rajouter quelque chose à Oui, ce non, niveau-là? tu as bien répondu. Et, Perfect. et si on parle des travailleuses, Oui, travailleurs, c'est les un bon. facteurs ESG les plus importants seraient lesquels, selon vous? On a de la suite d'idées, hein, Eric, c'est pas pire, on fait C'est bon. des bons liens. Écoute, on a fait, Eric, on a conduit 2 fois, on a administré un sondage en 2021 et 2022, Thomas, je pense, c'est ça les dates? Oui, c'est ça. On voulait savoir, post-COVID, en fait, quelles étaient là, les perceptions des travailleurs, travailleuses du Québec. Puis on a fait faire un sondage par Léger à l'égard des conditions de travail, mais aussi à l'égard de certaines thématiques ESG. Donc, on a fait un sondage d'auprès de 2000 répondants, travailleurs, travailleuses de tous secteurs confondus. Et puis, en fait, il y a des choses qui sont sorties par rapport à ça. Donc, écoutez, ils ne sont pas contre la vertu, mais les thématiques ESG qui les préoccupent, c'est le what's in it for me. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse comme travailleur, travailleuse par rapport à ce que l'entreprise dans laquelle je travaille fait, c'est mes conditions de travail, ma santé, sécurité au travail. Tu sais, c'est normal de penser ça parce qu'à la fin de la journée, ces gens-là, ils travaillent, ils arrivent, ils ont des factures à payer. Ce qui leur importe dans la vie, là, c'est j'ai-tu un bon travail, je suis bien rémunérée, je me sens en sécurité. L'autre point qui est C'est la important base. pour eux dans les thématiques ESG, c'était beaucoup la transparence au niveau de l'organisation. Ils s'attendaient à ce que la direction ait beaucoup de transparence et voire même plus de transparence sur ses intentions, ses priorités d'affaires, etc. Puis quand on parle du volet environnement,
Puis c'est drôle parce que Léger avait fait d'autres sondages ou des panneaux, puis il y avait comme un genre de roll-ball de la population en général sur le volet environnemental puis l'impact des changements climatiques. Puis c'était rendu tellement gros puis énorme, puis il y en a tellement dans les médias, tu sais, des catastrophes climatiques que les gens se sentent dépassés par ça, puis ils se disent, moi quand même que je jetterais ma pelure de banane au recyclage, ça va-tu faire une différence? OK? Bon, donc à cet effet-là, on a vraiment senti qu'il remettait à l'entreprise le fardeau de faire quelque chose au niveau environnemental, ce qui en fait, Éric, est très en lien avec ce que, par exemple, l'ONU va demander, puis toute l'histoire des COP qui ont Ouais. lieu, que de plus en plus, on va demander, tu sais, que le gouvernement, la société, c'est pas suffisant, ça va demander aux entreprises d'agir au niveau de l'environnement. Donc, c'est vraiment ce qu'on a regardé. Puis, dans le fond, il faut être sensible à ça. C'est tout ce qui touche les travailleurs pour eux. C'est vraiment ce qu'ils pensent au niveau de l'ESG. Et ce qui va OK. les toucher en premier lieu, c'est le S, leurs conditions de travail. Puis, on avait aussi sondé au niveau de la mobilité durable. Et on est vraiment au Québec dans je dirais, une province qui utilise beaucoup la voiture, donc moins de transport en commun. Puis surtout, il y en avait beaucoup dans les régions éloignées, c'est encore plus frappant. Mais on a sondé sur différents aspects, puis c'est vraiment ce qui est ressorti. Puis nous, de toute façon, ce qu'on fait au niveau du fonds dans l'accompagnement de nos entreprises partenaires, on va faire beaucoup d'accompagnement sur notre thématique de rendement sociétal, attraction et rétention des talents, où on va regarder auprès de nos entreprises partenaires, la proposition de valeur qu'ils font à leurs employés en termes de tous ces éléments-là, puis comment elle peut être améliorée, puis même aussi à l'interne, leur niveau de maturité en termes de pratiques RH, et on va y mettre des recommandations. C'est que je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça va. Puis ce que j'entends aussi, c'est peut-être les aider à les communiquer, ces choses-là, parce que souvent on les a, mais c'est pas Exactement. nécessairement communiqué de Mais façon si une entreprise structurée. a déjà, puis ça, Thomas, il le voit, puis il peut citer quelques exemples là, du côté social, mais si une entreprise a des bonnes pratiques déjà, nous, ce qu'on dit, ben commencez donc, vous ne savez peut-être pas, vous le faites déjà depuis longtemps, mais parlez-en sur votre site web, parlez-en, ça peut attirer des talents. Je ne sais pas si Thomas, tu as quelques exemples en termes social pour donner des exemples concrets. Ben, des exemples, oui, d'entreprises qui mettent en avant tout ce qu'ils font pour les employés, de stratégie de marque employeur, par exemple. Comment est-ce qu'ils intègrent même les employés dans la direction stratégique de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent ça de l'avant. C'est De quelque chose l'avant. que vous pourriez faire. Excellent. Peut-être dernière question dans ce qui était prévu. Et ensuite, on ira se permettre d'aller visiter quelques questions qui nous arrivent. Ouais. Donc, connaissons-nous déjà des normes ESG auxquelles les entreprises québécoises devront bientôt se conformer? Thomas. Ouais, ça, je vais répondre. Donc ça, probablement qu'on parle de normes de divulgation. En fait, j'en ai parlé juste avant. Oui, Puis on vous enverra le lien. Effectivement, il y a des normes qui sont en réflexion pour les entreprises canadiennes qui, à terme, vont obliger les entreprises, en plus dans le cadre de leurs états financiers, de donner quelques indicateurs sur leurs pratiques en ESG. Ceci étant, pour les PME, on ne sait pas encore le calendrier, donc probablement que ça sera d'ici 5 ans. Ça va être extrêmement long avant que ça arrive. Vous pourriez, ceci étant, vous faire demander ces mêmes chiffres par vos gros donneurs d'ordre, notamment si vous travaillez avec des entreprises publiques. Puis ça, le lien, on vous l'enverra, le lien vers la norme. est-ce que, puis là, ben, je vais tomber dans des questions, là, mais je vois Ouais. ici, là, puis peut-être qu'on y a répondu, mais pour être certain, On va répéter. Mario Goulet et Alexandre nous demandent où pouvons-nous retrouver les standards internationaux ESG reconnus? On peut trouver ça où? Thomas. Ouais, en fait, on va vous envoyer le lien. Le site le plus intéressant à regarder, c'est le site de l'ISSB. Puis on va vous envoyer le lien. C'est sur ce site-là que par secteur d'activité, par industrie, l'organisme là, va vous dire les enjeux qui sont importants à regarder. Puis même, il va vous dire qu'est-ce que vous pourriez mesurer pour qualifier vos pratiques. Donc, il y a un outil de recherche où vous rentrez votre industrie, puis il vous dit ce qui est important pour votre industrie. On va vous l'envoyer. Je suis en train de lire les questions qui arrivent. Annie Gagné, à qui est-ce qu'on s'adresse pour devenir une entreprise partenaire, par exemple?
Notre projet est embryonnaire, mais rapidement, je suis coiffeuse qui est 90% zéro déchet, coloration végétale, produit 100% naturel. Enfin, je pourrais parler de mon projet plus précisément dans un autre contexte, mais à qui on s'adresse si on veut devenir Donc, une Sur le entreprise? coup, je pense, hein, Thomas? ça, la réponse simple, c'est que puis ça aussi, on va vous l'envoyer sur notre site web. Il y a un lien où vous pouvez rentrer vos informations. Ceci étant, si vous nous écrivez directement à mon adresse courriel, je vais vous mettre en lien avec la bonne personne. Ça va être plus facile. On parlait de, on parlait justement de démontrer à nos partenaires ou à nos gens comment se démontrer nos facteurs. Pascal Forget nous demande, comme coopérative de travailleurs de services conseil en environnement, c'est Mhm. facile pour nous de dire qu'on répond au facteur environnement. Nous prenons déjà en compte largement le social et la gouvernance. Comment l'illustrer pour nos gros clients, genre Hydro-Québec? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est le simple fait d'ajouter une colonne facteur ESG pour bien clarifier que nos objectifs du plan stratégique répondent à ces critères suffirait ou on doit aller chercher quelque chose de plus? Comment on démontre à nos On fait des clients, efforts, c'est ça, partenaires qu'on fait des efforts? Thomas? Ouais. Ben, pour des grosses entreprises comme Hydro-Québec, c'est un peu plus facile. Vous allez sur le site d'Hydro-Québec, puis vous allez chercher leur rapport de développement durable. Dans le rapport de développement durable de toutes ces grosses entreprises-là, elles présentent leurs engagements en termes de développement durable. Puis ce OK. qu'il faut, c'est quand vous répondez à un appel d'offres d'Hydro-Québec, dans votre présentation d'entreprise, présentez comment est-ce que vous pourriez permettre à Hydro-Québec d'atteindre ses objectifs. Donc, il ne suffit pas de rajouter une colonne dans votre tableau de bord, mais faites l'effort d'aller voir les engagements qu'ont pris Hydro-Québec, puis Eux, comment vous, à travers vos produits ou vos services, vous pourriez Ben, en fait, vous accompagner, êtes aider aligné, contribuer comment à... vous êtes aligné avec ces engagements-là? Parce que je ne pense pas nécessairement qu'une seule entreprise peut aider Hydro-Québec à combler ses engagements, mais l'alignement avec les attentes exact. d'Hydro-Québec comme client de cette entreprise-là. Puis dire, ben nous, le mettre de l'avant, ben déjà, nous, on est proactifs, on fait telle chose, on fait telle chose. En fait, c'est vraiment de répondre à des sujets qui sont pertinents pour eux. C'est à peu près ça. OK. Petite question de Benoît Laurent Caillé. Quel est l'impact des lois anti-ESG des nombreux États aux États-Unis? Ouais. Ça, Genre, je vais répondre. Ça, c'est de la politique, donc on rentre pas vraiment là dans dans ça. Mais ce que je peux répondre, c'est il y a plusieurs personnes, notamment aux États-Unis, qui arrêtent de parler de ESG. Ils parlent, notamment le PDG de BlackRock, utilise, qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde. Il parle plus de ESG, il parle de capitalisme des parties prenantes, ce qui est exactement la même chose. OK. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, là, on l'a dit beaucoup au début, parce que le ESG, à la fin, c'est prendre en compte vos parties prenantes de votre stratégie d'affaires. Et puis, ceci étant, les lois de certains États, elles pourraient avoir un impact, mais comme on est dans une société mondialisée, comme notamment l'Union européenne est très en avance sur ça, l'impact est quand même assez minime. Il y a certains États aux États-Unis qui rendent les choses un peu plus difficiles, mais il y en a d'autres, comme l'État de New York, par exemple, qui favorisent les entreprises qui ont des bonnes pratiques ESG. Donc ça, c'est vraiment de la politique. Parfait. Euh, on est un peu sur la fin, mais il y a des questions qui reviennent, puis des fois, ça fait référence à des choses qu'on a peut-être parlé au début, mais je trouve ça bien Ouais. de pouvoir le ramener. Jean-Benoît Dumais, est-ce que la différence entre ESG et le développement durable est principalement sur les efforts de gouvernance? Non, il faut voir le développement durable comme le parapluie de tout ça. OK? OK? Donc, on est à. C'est vraiment le développement durable implique que l'entreprise projette dans l'avenir puis intègre des éléments comme ça dans sa stratégie. L'ESG, c'est une gestion de risque. Donc, développement durable, c'est plus, comment je dirais ça, c'est le désir de l'entreprise d'être pérenne dans le temps et d'avoir une vision plus long terme en fonction des attentes et des besoins des parties prenantes internes et externes qui gravitent autour d'elle dans son écosystème. Donc, quand on parle de développement durable, c'est de dire, ben, qu'est-ce que mes clients, mes employés, la communauté où j'interviens s'attendent de moi, mes fournisseurs, etc.
et d'essayer de prendre ça en compte dans ma vision aussi du futur. OK? Donc, comment je peux avoir un impact, moi, sur tout ça. Mais l'ESG, là, prenez en compte que c'est une gestion de risque. OK? Développement durable, c'est plus le parapluie global de tout ça. Ça va? Merci. J'aime bien l'image du parapluie, là, Oui, ça oui. démontre bien. Parfait. Est-ce que les institutions bancaires commencent à offrir des opportunités de financement accentuées à des entreprises répondant à des critères ESG? On en a parlé un peu dans votre cas comme un partenaire, mais est-ce que les institutions financières emboîtent le pas? Oui, il y a quelques institutions financières même qui ont mis en place des produits financiers avec des incitatifs en lien avec vos pratiques ESG, qui est encore orienté vers les très grosses entreprises. Le défi de ça, c'est être capable de mesurer l'impact pour justifier la réduction de taux, par exemple. Mais ça commence à venir. Tu sais, Éric, juste Oui, un point. À partir du moment où une entreprise, ou pas une entreprise, une institution financière ou un fonds aurait un incitatif, ben nous aussi, on se fait auditer, là, tu sais. Fait que si, mettons, on dit, on vous donne des bonbons parce que vous avez des bonnes pratiques ESG, ben il faut qu'il y ait des objectifs qui ont été fixés, puis des cibles pour lesquelles on s'est entendu avec l'entreprise. Puis nous, à l'interne, il faut mettre un processus de vérification de ça et s'assurer que ce que l'entreprise fournit, c'était le cas, là, c'est pas le cas oui. actuellement, c'est bien une donnée fiable, intègre, puis il y a les preuves à l'appui d'une amélioration de tout ça. OK? Mais toutes les institutions financières, tous les fonds d'investissement rament dans le même sens. OK? Parce qu'à la fin de la journée, tu en as parlé au tout début, puis Thomas a précisé qu'on ne sait pas encore l'impact de ça sur la valorisation d'entreprise, mais c'est très certainement qu'une entreprise qui a des bonnes pratiques environnementales, sociales, de gouvernance, bien pour nous, c'est beaucoup moins de risques. Moins de risques, ça conduit à moins de plans potentiels de mitigation, puis d'argent investi là-dedans, puis de litiges, puis de coûts, puis de pertes et tout ça. Fait que, assurément que ça valorise les organisations, puis tout ça. Mais tout ça pour dire qu'à la fin du compte, si on veut donner un incitatif, il faut s'assurer que les entreprises sont capables de nous fournir l'information pour prouver bel et bien qu'elles ont fait des améliorations puis ça a rapporté quelque chose. Tu sais, ça a dit, je veux réduire mes émissions de gaz à effet de serre, puis qu'on veut valoriser ça, bien là, OK, t'es as-tu calculé, puis comment? C'est ça. On Puis part de c'est où, combien puis on de s'en va tonnes? où? Ouais. Exactement. Tu sais, c'est pas si simple que ça, là. Puis, tu sais, moi, souvent, j'ai dit, parce que même nous, au fond, dans certaines de nos instances, il y en a qui nous ont dit, on devrait demander à toutes nos entreprises partenaires d'avoir un tableau de bord ESG. Bien, j'ai dit, savez-vous que les entreprises partenaires, les PME, ils ont de la misère à avoir des tableaux de bord opérationnels, on a des enjeux de données, ça demande du temps. Mais là, c'est pas si évident que ça. Ça va? OK. Une ou deux peut-être encore, là. Nathalie Ashby, ce n'est pas tout de la marque employeur qui n'est pas une fin en soi. Il y a la marque sociétale. Oui. En fait, Vous c'est en la pensez quoi? La responsabilité. question, c'est vous en pensez quoi? Oui, ben, en fait, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, dans le fond, la marque employeur, c'est une chose, OK? Ça, on est en train de dire euh, qu'est-ce qu'on on va, quel genre d'expérience employée vous allez vivre quand vous allez vivre chez nous, puis quand vous pensez à mon entreprise, top of mind, ça fait penser à quoi d'un point de vue employeur? Quand on parle de responsabilité sociétale, là, on parle, encore une fois, on va ramener partie prenante aussi. Et là, on peut parler de développement durable. C'est-à-dire, c'est quoi mon plan pour faire ma marque, moi, sur l'environnement, la société, outre mes revenus, puis mon apport financier, whatever, qu'est-ce que je veux laisser comme marque par rapport à ça, puis qu'est-ce que je veux faire, tu sais? Fait que là, on parle de quelque chose de beaucoup plus large que la marque employeur, là. Là, on parle de l'entreprise comme citoyen, comme citoyenne corporative. Qu'est-ce qu'elle fait au niveau de la société? Et puis, ben, le but de ça, c'est d'être capable aussi de mesurer l'impact que j'ai dans la communauté ou dans la société. Donc, qu'est-ce que je laisse? Tu sais, c'est à peu près ça. Ça C'est quoi mon va? legs? Exactement. Ici, à l'école, on voit souvent, on est sur trois volets, c'est-à-dire l'entrepreneur. On travaille sur l'entrepreneur, l'entreprise, mais aussi sur la communauté. Donc, Voilà. l'entrepreneur, quel impact il a sur la communauté, sur sa société?
je pense que ça, c'est vraiment un lien très, très précis par rapport à ça. Oui. Écoutez, je vois qu'on avance dans le temps. Moi, je tiens à vous remercier énormément. Je sais, est-ce que vous avez un élément ou deux, vous dites, ben, en conclusion, voici deux, trois points qu'il faut vraiment tenir compte. Peut-être, Thomas, Puis, je te ouais, je serais laisserai. intéressé de vous Ça, entendre tous les deux sur cet Oui, oui, je aspect. vais conclure après. Thomas, Parfait. vas-y. Ben, le premier, je pense qu'il y a ou il y a deux mots que vous avez entendu parler beaucoup aujourd'hui, c'est partie prenante. Donc, il faut commencer par les parties prenantes. Puis, je vais me permettre de citer un dirigeant d'entreprise avec qui j'ai fait un panel récemment, qui est le PDG de Mebec. Oui, Vous connaissez peut-être, là, ils font des revêtements pour des immeubles. Puis, je vais poser la question, quel conseil tu donnerais à des dirigeants d'entreprise? Puis, on en a trois. Démarrer, démarrer, démarrer. C'est-à-dire, il faut se mettre en action avec notamment la théorie des petits pas, là. Il faut commencer. Puis, comme l'a dit Sophie, probablement que vous faites déjà des choses. Il faut juste structurer tout ça, l'intégrer dans la stratégie, puis aller de l'avant. Donc, moi, ben, mot de la fin, c'est ça. Encore une fois, je vais prendre l'anglicisme, mais c'est tellement parlant. C'est pas du rocket science. ouais. C'est déjà, vous le faites déjà, que vous ne le savez pas. La première étape, c'est de faire votre bilan. Donc, le bilan de vos risques et opportunités ESG. Puis à partir, puis nous, comme quand on fait un bilan, ça tient sur une page, ça devient clair comme l'eau de roche. Vous allez tout comprendre. Vous allez dire, oh mon Dieu, c'est de ça qu'on parle. Ben oui, c'est juste de ça qu'on parle. Puis je pense que c'est beaucoup le volet environnemental qui demande un petit peu plus de fil à retordre. Parce que là, on parle, tu sais, calculer vos émissions de gaz à effet de serre, porter un, deux, trois. Même nous, Eric, tu sais, on fait des formations sur mesure, si on veut, là, aux entreprises partenaires, leur équipe de gestion, sur les principes de base en développement durable, où on explique qu'est-ce que ça veut dire, les émissions de gaz à effet de serre, porter un, deux, trois pour une entreprise. On donne des exemples concrets. OK. Donc, tu sais, juste ça, de comprendre ça, tout ce qui est sur le S, là, c'est sûr que toutes les entreprises partenaires le font. On parle de tout ce qui est humain. Puis le G, on le fait, mais on ne s'est peut-être pas donné d'objectif de parité, c'est peut-être pas formel. Je pense que c'est sur le E. Puis tu sais, un jour, il faut se poser la question, moi, comme entreprise, est-ce que je suis conscient des impacts des changements climatiques sur mon entreprise? Mm. Est-ce que je vais avoir des choses à adapter? C'est beaucoup ce volet-là qu'on paie. Puis en plus d'urgence climatique, on a ça. Fait que, première étape, ce qu'il faut retenir, c'est commencer par comprendre, comme Thomas l'a mentionné, les risques qui vous sont propres à votre secteur d'activité, puis faites votre bilan. Puis à partir de là, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. C'est que ça, c'est ce que je dirais comme mot de la fin. Et puis, c'est là pour rester. Donc, ça partira pas. Fait qu'il faut emboîter le pas. Et que ça va avoir un impact sur la façon de faire les choses, En la fait, façon de nous, faire comme des affaires. investisseurs, c'est une vérification diligente ESG, c'est systématique. Et on va regarder de plus, oui, on regarde le volet financier, c'est sûr, mais de plus en plus, l'extra-financier prend une part importante. Puis il y a peut-être des choses qu'on acceptait il y a quelques années que maintenant, ça ne passera plus. Ah, c'est ça. Ça va? Merci énormément. Ce que je comprends, c'est que Merci chacun des beaucoup. gens qui assistaient à cette présentation va recevoir un document de votre part ou quelques documents Lien. qui va leur permettre d'aller chercher aussi des informations complémentaires et par où partir aussi quelques éléments. C'est ce que je comprends. C'est bien Oui, ça? ça va être des liens surtout que Thomas va envoyer. Ouais. Ça Parfait. Puis j'ai déjà répondu à quelques questions directes en ligne. Ah, excellent. Ben, Thomas, un énorme merci de la présence surprise qu'on a adorée. Merci. va. Merci Merci pour beaucoup, l'invitation. Sophie. Merci Merci à vous pour au Fonds de l'opportunité. solidarité, un partenaire de l'école qu'on apprécie énormément. Puis merci d'avoir collaboré à ce fameux webinaire. Euh, pour vous, pour les gens, je vous répète que le prochain expert dans le ring sera au retour des fêtes, après les fêtes. Et ben, merci d'avoir été des nôtres et en espérant que cette 60 minutes aura été porteur pour vous pour le futur. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Merci, au Bonne fin revoir. de journée tout le monde. Bye.